L'armée de Kiev perd du terrain dans la région de Kharkiv. L'offensive russe menée depuis une semaine constitue-t-elle un point de bascule dans le conflit? C'est la question du grand angle. Voilà, en raison de la gravité de la situation sur le front nord-est, Volodymyr Zelensky a été obligé d'annuler son déplacement en Espagne. Son armée s'est repliée pour éviter des pertes au sein de ses rangs. Rappelons que Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment, nous recevons le général Dominique Trinquant. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, on comprend bien que là, on est vraiment dans un moment de bouleversement au niveau des relations internationales. Mais là, pour le moment, on va parler de ce qui se passe sur la situation en Ukraine. D'abord, expliquez-nous tactiquement que représente cette bataille autour de Kharkiv. Alors, je pense qu'il y a au moins 3 effets cherchés par les Russes. Le premier effet, c'est que Belgorod, comme vous le savez, est sous le feu des Ukrainiens. Alors, pas sous le feu des canons directement, plutôt des drones, mais peu importe, les Russes veulent installer une zone tampon au sud de Belgorod, donc entre Belgorod et Kharkiv, et pour cela, ils avancent... Belgorod qui est juste en face de Kharkiv. C'est juste en face de Kharkiv, et pour cela, ils avancent en direction de Kharkiv. Belgorod est importante parce que c'est une plaque tournante de la logistique russe, et surtout, c'est la première ville russe qui est vraiment soumise à la guerre. Et donc, pour le président Poutine, c'est insupportable de voir que la guerre est sur le territoire russe. Mais est-ce que ça veut dire que les Russes, quand même, sont handicapés par les attaques ukrainiennes autour de Belgorod ? Alors, elles sont handicapées. Je pense pas tant que ça. Je pense que c'est plutôt l'aspect psychologique. La guerre est en Russie. C'est totalement insupportable pour le président Poutine. Ça, c'est le premier effet. Faire une zone tampon. Le deuxième effet, c'est, on le voit sur la carte, c'est situé au nord. Et donc, actuellement, l'effort principal russe, en fait, il est dans le Donbass. Donc, pas au nord, mais plutôt à l'est. Et en attaquant au nord, il y a 2 effets. Le premier, c'est d'attirer les réserves ukrainiennes vers le nord et donc de dégarnir le front principal russe qui est dans la région du Donbass de façon à pouvoir peser beaucoup plus dans le Donbass. Donc, est-ce que cela veut dire que Moscou n'est pas intéressé par Kharkiv, ne veut pas nécessairement prendre cette ville, qui est la deuxième plus importante du pays? Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par Kharkiv, parce que Kharkiv est une ville importante. C'est la deuxième ville en quantité, en nombre de Russie, qui est russophone, et qui a été, il faut le rappeler, la capitale de l'Ukraine entre 1920 et 1930, à l'époque des bolcheviks. Donc, c'était un symbole important. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à la prendre. Ils sont rentrés dans les faubourgs au début de la guerre et ont dû partir. Deuxième point, au mois de septembre 2022, il y a eu une offensive ukrainienne dans la région qui a chassé loin les forces russes. Donc je pense que Kharkiv les intéresse, mais c'est trop important à prendre. C'est trop important. Et donc, ce sont les effets secondaires sur l'effet principal, qui est le Donbass, qui sont importants. Je voulais souligner le troisième effet, puisque je vous en ai donné 3, je vous donne le troisième. C'est qu'en attaquant vers le nord comme ça, en fait, ils attaquent derrière les défenses ukrainiennes qui sont face au Donbass. Et donc, ça peut être un mouvement de contournement aussi des forces ukrainiennes dans le Donbass. Est-ce qu'il faut comprendre que les Ukrainiens ont été pris de court par cette offensive qui a été lancée il y a une semaine? On voit que son armée est en difficulté. Elle a dû se replier sur des zones sûres pour éviter des pertes. Oui, alors il y a là aussi encore 3 points à souligner. L'Ukraine est dans une situation de faiblesse aujourd'hui. D'abord parce qu'elle n'a pas reçu encore l'armement et les munitions qui lui étaient allouées. Donc, on espère que ça va arriver très vite. Le secrétaire d'État américain était à Kiev pour rassurer les Ukrainiens sur le sujet. Le deuxième point, c'est que les Ukrainiens ont mis trop de temps à installer leur zone défensive. Et dans la région de Kharkiv, il semblerait que seule la dernière ligne est vraiment construite avec du béton, avec des choses solides. Et donc, en fait, ils se replient sur cette ligne-là. Le troisième point, la troisième faiblesse, c'est la mobilisation. Il n'y a pas eu de mobilisation en Ukraine. Et donc, il n'y a pas assez d'hommes. Donc, il faut économiser. Ça, c'est le deuxième point. On sait que les Russes ont engagé plus de 30 000 hommes. On ne sait pas combien exactement. On dit 30 000, 50 000. Est-ce que les Ukrainiens
ont cette capacité de mobiliser des dizaines de milliers d'hommes, comme le fait la Russie? Non, pour l'instant, ils ne l'ont pas, cette capacité. Donc, ce qu'ils font en se reculant, c'est céder du terrain pour économiser les hommes, alors que les Russes perdent beaucoup d'hommes dans cette attaque. Mais pour les Russes, c'est pas grave de perdre des hommes. Là, il va falloir faire un choix. Kiev va devoir décider comment réorganiser ses troupes. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui est le plus important pour Kiev? Alors, le plus important, c'est de se rétablir sur des lignes défensives solides pour économiser le personnel. La guerre va durer. Le président Poutine vient d'installer un nouveau ministre de la Défense pour installer l'économie de guerre et cette guerre va durer. Et donc, il faut absolument que les Ukrainiens économisent leurs hommes. Ils économisent leurs hommes. Lorsque vous êtes sur des positions défensives bien installées, c'est l'assaillant qui perd beaucoup. Donc, c'est cela. La deuxième réorganisation, c'est avec les réserves. Où placer les réserves? Dans la région de Kharkiv ou plutôt dans le Donbass. Il faut souligner aussi que le président Zelensky a relevé de son commandement le commandant de la zone. On parle beaucoup de trahison, de possibilité de ne pas avoir monté le système défensif comme il devait l'avoir fait. La corruption est importante en Ukraine et que, semble-t-il, les sociétés qui devaient monter ces systèmes défensifs ont pris de l'argent mais n'ont pas fait le travail qui leur était demandé. Mais alors, dans cette course contre la montre, on voit bien qu'il y a des réorganisations de chaque côté. Le temps est important. La Russie va jouer sur l'usure. Qui dans cette course contre la montre a les moyens de résister ou en tout cas de se maintenir encore pour une durée indéterminée? Écoutez, ce que je disais, c'est que l'Ukraine est dans une phase de faiblesse actuellement. Elle doit, 2024 pour l'Ukraine, c'est simple, il faut tenir. Il faut tenir sur les positions, ne pas perdre trop de terrain, économiser les hommes. En 2025, l'Ukraine aura plus de moyens, parce que les Occidentaux lui ont fourni plus de moyens, et le président Poutine aura utilisé aussi pas mal de ses hommes et aura usé son potentiel. Donc, je pense que 2024, il ne faut pas espérer un sursaut ukrainien, il faut simplement essayer de tenir dans la durée pour permettre en 2025 de changer le rapport de force. 2025, c'est encore long. L'argent arrive, mais au compte-gouttes. Volodymyr Zelensky le disait encore aujourd'hui. Et oui, effectivement, on reçoit, l'enveloppe américaine a été débloquée, les 61 milliards de dollars, mais cet argent arrive au compte-gouttes. Est-ce que sur ce plan-là, il n'y a pas aussi une faiblesse de la part à la fois des Américains, mais aussi des Européens? Est-ce que les Européens sont en capacité d'aller plus en avant dans cette aide? Écoutez, dans l'aide, les Européens, au mois de décembre, ont voté 50 milliards d'euros. Les Américains viennent de voter 61 milliards. Alors on peut penser que ça n'arrive pas assez vite, mais ça arrive. Moi je pense que le premier problème à régler, très important de la part des Ukrainiens, c'est la mobilisation. Ils ne peuvent pas demander aux Occidentaux plus alors qu'eux font moins. Il faut impérativement qu'ils mobilisent. Ils ont passé 2 lois, l'une pour passer la mobilisation de 27 à 25 ans. Qu'est-ce que ça va fournir comme effet? Pas grand-chose. Il faut aussi ne pas effrayer la population, j'imagine, effrayer les hommes qui peut-être ne sont plus aussi mobilisés qu'au début de la guerre. Donc le premier point à régler, c'est le problème de la corruption. Je discutais avec quelqu'un qui revient de 2 ans en Ukraine, il me dit le problème c'est que les gens ne veulent pas aller se battre. Pourquoi? Parce que les enfants de députés, de ministres, etc., eux, ils sont exemptés. Et quand on veut aller se faire réformer parce qu'on est vraiment blessé, il faut payer. Donc il faut forcément régler ce problème-là et avoir plus de monde qui va aller se battre et rappeler aux gens qu'aller combattre, c'est pas mourir. Vous voyez, on dit je ne veux pas aller mourir sur le front. Mais qui vous a parlé de mourir? On vous a jamais parlé de mourir, on vous a parlé de gagner. Et d'aller combattre sur le front pour gagner. Vladimir Poutine a aussi réorganisé ses services à la défense, au renseignement. Est-ce que c'est aussi une façon de détourner sur les problèmes internes du pays? Est-ce que c'était une façon aussi de détourner son action en Ukraine? Alors, je crois que le président Poutine, lui, il est dans une position de force complète. Il vient d'être élu, il réorganise son gouvernement. Et en gros, il dit la guerre va durer. Donc, la révocation, en tout cas le limogeage de Shoigu, ce n'est pas un aveu de faiblesse pour vous? Non, parce qu'il l'a fait au bon moment. Shoigu est un ami de Poutine. Donc il lui a donné un poste qui n'est pas ministre de la Défense. Mais le vice-ministre a été arrêté. Et lui aussi est en train de faire
la guerre contre la corruption. Et donc ça marque les Russes, en disant, ça y est, ils ont arrêté un type qui se foutait un peu du monde, qui quand même avait touché... Il y en a un qui prend pour tout le monde. Voilà, il prend pour tout le monde, et on réorganise. Et derrière le nouveau ministre de la Défense qui a été mis en place, on sait c'est un homme intègre. Il ne touchera pas un centime de plus. Et en plus, idéologiquement, il est très très proche de M. Poutine. Il va dans les monastères former des moines, enfin il est dans la vieille Russie, vous voyez. Et donc, le président Poutine renforce sa position, et la guerre en Ukraine, qui est un épiphénomène pour le président. Je suis désolé de le dire pour les Ukrainiens. C'est pas important pour le président Poutine. Qu'est-ce Ce qui que est vous entendez important, par là ? c'est le chaos global dans le monde. Ce que le président Poutine a dit en 2007, il a dit c'est la fin de l'unilatéralisme américain, c'est le multilatéralisme, et on va faire ça avec les BRICS, les Chinois, etc. Et c'est ce qu'il veut réussir. Donc c'est la guerre sur le long terme, avec un front qui est en Ukraine, mais d'autres fronts qui sont dans le Pacifique, qui sont en Afrique, qui sont ailleurs. Et donc, il y a un acte 2, vous pensez, de cette guerre en Ukraine, derrière. Donc, c'est l'effet papillon. J'en reviens à votre livre, L'effet papillon des conflits mondiaux, aux éditions Robert Laffont. C'est l'effet papillon, c'est exactement ça. Et vous voyez, en France, on dit on n'est pas en guerre. On ne reçoit pas d'obus, on ne reçoit pas de bombes. Mais dans le cyber, dans la communication, c'est la guerre tous les jours. Donc ne nous imaginons pas que nous sommes exempts de cette guerre. Cette guerre va tous nous toucher. Et c'est la défense de notre démocratie, la défense de l'Europe qui est en cause dans cette guerre. Vladimir Poutine doit également se rendre en Chine à la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a un nouvel axe qui se forme avec la Russie, la Chine, l'Iran ? Comment est-ce que vous entrevoyez justement cette scène internationale qui est en mouvement? Oui, alors ce sont les fameux BRICS dont on parlait tout à l'heure. Simplement, dans les BRICS, il y en a qui sont plus importants que d'autres. La Chine est bien plus importante. La Russie dépend beaucoup de la Chine, parce que la Chine lui commande tout le pétrole et le gaz, mais en plus lui envoie des équipements. C'est important qu'il aille voir M. Xi. Pourquoi ? Parce que M. Xi revient d'Europe. Il a rencontré le président Macron, il a été en Hongrie, il a été en Serbie, et là, il va pouvoir lui dire, bon, ben voilà ce qu'on fait. Voilà comment, derrière les sourires de façade, voilà ce qui va se passer. Et organiser, et l'Iran bien sûr, avec le gros problème que pose actuellement l'affrontement à Gaza, où l'Iran, si je puis me permettre un peu vulgairement les choses, s'est pris une bâche. Hein, elle n'a pas été capable de taper Israël. Israël a été capable de la taper. Et donc, elle se tient plutôt calme. Pourquoi ? Pour laisser le temps à la bombe nucléaire d'arriver en Iran. Et là, on va être devant une vraie difficulté, avec un Iran disposant de l'arme nucléaire, avec une population iranienne qui veut un changement de régime, mais ne peut pas l'obtenir parce que les mollahs plus les bases d'Aran tiennent tout ça de façon très très verrouillée. Donc vous voyez que l'image, elle est vraiment très très globale. Et ce qu'on regarde dans le Donbass, ce qu'on regarde à Kharkiv, c'est avec un microscope. Il faut regarder de façon beaucoup plus large. On parlait du Pacifique. Aujourd'hui, il y a des problèmes actuellement en Nouvelle-Calédonie. Première réserve mondiale de nickel. Si vous croyez que ça n'intéresse pas un certain nombre de pays, compte tenu de l'importance du nickel, bon, les cours se sont effondrés. Mais à terme, c'est très important pour l'énergie en particulier. Est-ce que dans cette course, l'Europe a déjà un peu perdu la main ? On sent une Europe qui essaye de se maintenir au niveau international, mais quand même... avec beaucoup de difficultés, beaucoup de manque de crédibilité aussi peut-être. Il est jamais trop tard pour bien faire. L'Europe s'est réveillée le 24 février. Il y a des choses qui étaient impossibles en Europe, qui le 25, miracle, sont devenues possibles. Aujourd'hui, l'industrie de défense européenne se construit, la défense européenne se construit sous le parapluie de l'OTAN et des Américains, mais elle se construit aussi. Le pilier européen de l'OTAN, c'est la défense de l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine va, d'une certaine manière, rabibocher un peu les Français et les Allemands sur la question de la défense européenne ? Jusqu'à maintenant, l'Allemagne faisait cavalier à part sur oui, mais avec une philosophie très différente. Nos concitoyens doivent se rappeler la spécificité française. Nous sommes les seuls à avoir l'armement nucléaire, à avoir un président élu au suffrage universel qui est le commandant des armées et avoir une armée qui sait faire la guerre. On est la première armée d'Europe. Ils doivent se rappeler ça. Et les Allemands, depuis 1945, on leur avait dit
Peace and love. Surtout, ne soyez pas militaristes. Eh bien alors, Voilà. vous allez voir, Peace and Love, c'était un peu cette ambiance aussi hier soir à Kiev. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dans tout ce chaos, a trouvé le moyen et le temps de jouer de la guitare dans le sous-sol d'un bar. Voilà, il interprète une chanson de Neil Young, Rocking in a Free Les World. États-Unis sont avec vous, tout comme le monde est avec vous. Et ils ne se battent pas seulement pour une Ukraine libre, mais pour un monde libre. Et le monde libre est aussi avec vous. Il est un peu étonnant quand même, ce secrétaire d'État américain. Oui, ben moi je le trouve très attachant. Bon, en plus, il a la grande qualité de parler français, ce qui est assez rare chez les Américains. Mais en plus, il se bouge vraiment, il fait plein de choses et c'est un excellent diplomate. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux.